Très heureuse de vous retrouver ce dimanche dans notre rendez-vous de l'actualité de la semaine. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. L'actualité de ce jour sera décortiquée pour vous avec le pasteur Eric Senga, qui est donc porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Il est également pasteur responsable de la paroisse universitaire de l'ISTA, mais il est également coordonnateur national, donc secrétaire général et coordonnateur national de la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Noëlla. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation et je pense que c'est pour la première fois qu'on se retrouve sur ce plateau. Bien entendu. Comment se porte l'Église du Christ au Congo? Très bien, l'Église a connu sa 57e session du comité exécutif national qui s'est clôturée il y a pratiquement une semaine et demie ou 2 semaines, qui a été également sanctionnée par une déclaration, je crois que nous l'avions diffusée au niveau de la presse, et une déclaration qui retrace un peu la situation sociopolitique du pays. Donc je rappelle que le comité exécutif national est l'organe délibérant de l'Église, c'est un organe important qui réunit le président national, les 2 adjoints, les modérateurs nationaux, les honoraires, ainsi que le président provincial de l'ECC et le représentant des représentants légaux des communautés membres de l'ECC. Donc c'est vraiment un organe important. Les staffs de la présidence également, nous sommes là à ces assises. Donc les résolutions qui découlent de ces assises sont coulées soit dans le PV pour tout ce qui est question interne, mais aussi en déclaration sociopolitique pour tout ce qui concerne la situation du pays. Voilà, vous venez vous-même de le dire que l'Église a quand même jeté un regard sur la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Que peut retenir aujourd'hui la population qui est en train de vous suivre, l'analyse donc de l'Église de la situation actuelle en RDC? Bon, l'Église s'est penchée essentiellement sur 4 questions majeures qu'elle estime majeures vu les enjeux. La première question est en rapport avec la situation sécuritaire et sanitaire qui se passe dans notre pays, notamment à Goma, Beni, Butembo et Ituri. L'Église a salué l'initiative du chef de l'État et tous les efforts fournis dans le sens de la recherche de la paix. Nous avons suivi également la situation de l'état de siège décrété par le chef de l'État, entériné ou porté par le Parlement. Je rappelle que l'état de siège, c'est dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Exactement, Ituri et Nord Kivu. Et donc, il y a cette situation d'abord d'état de siège qui va dans le sens de résoudre le problème ou de chercher la situation, la solution de paix. Mais après, nous avons également la situation du volcan qui s'est invité ou qui a fait d'énormes dégâts collatéraux. Il y a des sinistrés qui sont là. Et l'Église a encouragé et même adressé ses prières en faveur de nos bien-aimés qui sont sur cet espace du territoire. Le deuxième aspect des questions, c'était en rapport avec les processus électoraux. Comme vous le savez, nous sommes très engagés. L'Église a donné un certain nombre de positions sur les processus électoraux, entre autres en rapport avec les réformes électorales, surtout sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, où l'Église a insisté sur le fait que nous devrions avoir une CENI totalement dépolitisée, telle a été la convenance trouvée depuis Santiti et l'engagement personnel du chef de l'État lors des consultations. Il nous l'a dit en novembre dernier que cela était pour lui un leitmotiv. Troisièmement, c'est la situation sociale de la population marquée par plusieurs difficultés. Nous avons abordé la question de la gratuité d'enseignement, nous avons la question des différentes taxes à payer, mais surtout la question de certaines entreprises qui sont secouées, par exemple la RVA, où l'Église a insisté sur la non-politisation des entreprises publiques lors de la nomination des mandataires, mais aussi dans la gestion. Et la dernière question, c'était en rapport avec la diplomatie, qui touche également la question du rôle. Vous savez, j'ai été il y a 2 semaines déjà, je suis au retour, des retours au pays. J'ai été aux États-Unis pour une mission diplomatique pour les comptes à la fois de l'Église du Christ au Congo, mais aussi et surtout pour les confessions religieuses. Donc voilà un peu les 4 points majeurs qui ont été abordés dans cette déclaration. Voilà, Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de la semaine.
Protéger l'environnement, c'est aussi apprendre aux autres à planter les arbres dans son propre milieu. L'exercice auquel s'est livré l'ONG Les Amis de la Nature et du Jardin en ce 5 juin où le monde entier célèbre la journée de l'environnement. Nous sommes à la paroisse Saint-Gabriel dans la commune de Kalamou. Ici, l'équipe de Jean Mangalibi a eu à bénéficier de l'hospitalité du curé Bruno Kapambou, avec qui ils ont ouvert la série de plantations de manguiers non loin de cette paroisse. Je bâtis cet arbre aujourd'hui. Arbre Saint-Gabriel. Et je donne le temps. Nous commémorons aujourd'hui la belle époque. Vous voyez vous-même la belle époque, la capitale Kinshasa, comment cette belle époque était limitée, les arbres partout, ma campagne et autres Kimwenza. Pourquoi ne pas suivre cet élan? Voilà, je crois que nous donnons l'impulsion pour que toutes les personnes averties sachent que nous devons protéger la nature. Dance Seka fait partie du cadre des Amis de la Nature et du Jardin. Il invite la population quinoise à emboîter les pas de l'ONG dont il est membre. L'objectif étant à la fois d'atteindre 1 milliard d'arbres plantés à l'horizon 2023. Nous, en tant que des Amis de la Nature et des Jardins, nous mettons des moyens en jeu pour que nous puissions reboiser la ville à la manière du possible. C'est vrai que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour reboiser partout, mais là où nous pouvons aller, nous le faisons. Donc, on l'a fait dans la commune de Kitambo, on l'a fait dans la commune de Limete, on l'a fait le long de la route, boulevard des 30 juin, la route qui va vers l'aéroport. Quand vous voyez des part et d'autres, vous verrez qu'il y a des arbres même qui sont en floraison régulièrement. Donc, et aujourd'hui, nous sommes venus ici à Saint-Gabriel. Le gouvernement, comme vous le savez, il y a un programme du chef de l'État plantant 1 milliard d'arbres d'ici à l'horizon 2023. Ce programme-là, nous le suivons et nous voulons que les autres aussi puissent emboîter les pas. Planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est ce que le gouvernement Samalou Kondé avait dévoilé dans son programme devant la représentation nationale dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Chers compatriotes, il est important ce jour de faire le point sur la situation globale de la pandémie Covid-19 qui a déjà connu 2 vagues en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020. Ces 2 dernières vagues de la pandémie Covid-19 ont été gérées avec succès grâce à l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce succès n'aurait pas été possible sans votre civisme, sacrifice et respect des mesures édictées par les autorités politiques et sanitaires. Cet engagement commun a permis de réduire la propagation de la maladie, de limiter les décès et permettre la reprise des activités socio-économiques. En dépit de ce résultat, les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuelles flambées des cas Covid-19 dans notre pays. Cependant, la combinaison de certains facteurs de risque sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Les principaux facteurs sont les suivants. Le relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place, en ce y compris le couvre-feu. L'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau de nos frontières. Une faible couverture vaccinale contre la Covid-19. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la Covid-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la 3e vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Vous le savez, mesdames, messieurs, déjà dès le 15 mai de chaque année, la République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa, est déjà pendant la saison sèche. Mais cette année, Pasteur Eric Senga, jusqu'à ce jour, la capitale congolaise continue à ressentir encore les effets de la saison de pluie. Quelle est la contribution de l'Église du Christ au Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique en RDC, à Kinshasa particulièrement? Merci madame. Disons que dans le cadre de la commission justice, paix et sauvegarde de la création, d'ailleurs comme le concept l'a dit, sauvegarde de la création,
l'Église est engagée essentiellement dans la lutte contre cette perturbation climatique d'un côté, mais aussi dans la mise en œuvre de tous les mécanismes qui peuvent aider la RDC à contribuer essentiellement à cela. Et donc, nous avons en premier lieu une structure qu'on appelle Initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales. Et nous avons aussi les concours de l'Église catholique parce que nous co-présidons. Les concours. Oui, en fait, nous co-présidons, ce que j'allais dire. Nous co-présidons IRI, c'est une initiative qui travaille avec les confessions religieuses, la société civile, les chefs coutumiers et puis le chercheur donc, dans ces domaines. C'est une initiative qui est reliée à l'ONU Environnement, qui travaille également dans ce sens. Donc, dans le cadre de ces projets, nous avons notre facilitateur, le révérend Mathieu Yela, qui est notre facilitateur sur terrain. Beaucoup d'initiatives sont mises en œuvre, notamment l'implantation des chapitres que nous continuons à implanter au travers le pays. L'implantation des chapitres. Oui, des chapitres, c'est-à-dire des groupements, l'échantillon de cette initiative en province. Voilà. L'essentiel, c'est de sensibiliser, c'est de lutter contre la déforestation, mais surtout accompagner le peuple, les autochtones pygmées, qui sont les gardiens de nos forêts, qui sont pour eux, nous disons, la mère nourricière. Donc, c'est un travail que nous faisons, comme je l'ai dit, ensemble, avec les peuples autochtones, avec les coutumiers, avec la société civile, les chercheurs et les religieux, pour voir dans quelle mesure nous pouvons protéger davantage nos forêts. Donc, c'est cela la grande contribution de l'Église, mais au-delà de ça, nous avons d'autres initiatives dans le cadre de la commission, telles que le civisme environnemental. Ce sont des programmes que nous pilotons dans la mesure où nous pouvons éduquer davantage, parce qu'il faut avouer que nous n'avons pas encore atteint un niveau très élevé ou suffisant de conscience collective sur cette question de protection de nos forêts. Parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des exploitations illicites qui s'observent ça et là au niveau de nos forêts. Donc voilà un peu les différentes contributions. L'année 2021, le thème retenu pour la célébration de cette journée est la restauration des écosystèmes. Que doit faire aujourd'hui la République démocratique du Congo pour restaurer l'écosystème du pays? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui, vous l'aviez d'ailleurs suivi, 1 milliard d'arbres d'ici 2023. C'est le défi de l'actuel gouvernement, le gouvernement Assamalou Condé. Est-ce que c'est possible aussi? En ce qui concerne d'abord l'écosystème et de l'autre côté, on a la plantation au moins 1 milliard d'arbres d'ici 2000. Oui, je pense que dans tous les deux cas, la République démocratique reste un acteur majeur. Parce que vous savez que nous sommes une réserve mondiale importante dans ces domaines. Et le déficit, en notre sens, c'est au niveau de l'éducation formelle et informelle de nos populations. Parce que c'est ce qui est aussi dramatique. Vous verrez que même dans beaucoup de confessions religieuses ou même dans nos universités, on n'aborde pas assez cette question. On ne met pas à contribution cette question au niveau des scientifiques. Et donc notre contribution comme ECC veut à ce que la question du civisme environnemental ou de la protection de l'écosystème, comme vous l'avez dit, soit suffisamment enseignée dans l'université, dans les facultés des droits par exemple. Nous sommes en train de voir avec notre université UPC comment introduire cette branche dans la faculté des droits sur la protection de l'environnement. Il y a des aspects juridiques qui accompagnent les codes forestiers, tout ce qui va avec, mais aussi il y a les niveaux de l'engagement personnel. Nous avons une grande faculté au niveau de l'UNIKI, dans la faculté des sciences des départements de l'environnement, mais qui n'est pas suffisamment accompagné. Donc, bref, nous pensons que le déficit à notre niveau est avant tout sur le plan scientifique. L'État congolais doit voir dans quelle mesure réorganiser les secteurs scientifiques et même l'éducation sur ces civismes doit descendre jusqu'au niveau des humanités ou même de l'école primaire pour que chaque Congolais prenne en compte, surtout l'intellectuel congolais, la responsabilité dans dans ces devoirs de protection de notre écosystème. Mais après, si vous voulez bien, sur la plantation, 1 milliard d'arbres, je crois que c'est un projet qui remonte déjà avec le gouvernement Ilunkamba.
En son temps, nous en avions discuté avec le ministre sortant et nous saluons l'actuel gouvernement qui relaye ces programmes et qui continue avec la continuité. Et donc, déjà, les CC, par le biais de la communauté CBFC, avait déjà lancé ces projets des plantations de 1000 arbres. Donc, le CCA était déjà en avance avec cette initiative. Donc, quand le gouvernement nous a partagé l'initiative, c'était pour nous ouvrir à une porte qui était déjà ouverte. Donc, nous avons salué et nous sommes sur pied d'œuvre pour voir dans quelle mesure nous allons réaliser notre contribution au niveau de ces projets de la République. Depuis plusieurs années, on parle du réchauffement climatique en République démocratique du Congo et on a l'impression que le pays, comme les églises, ils sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique en RDC. Mais qu'est-ce qui fait que chaque année qui passe, au lieu qu'on note des avancées, on a l'impression que la situation s'empire encore? C'est parce que nous ne faisons pas assez face au défi qui est là. Je pense que à un certain moment, pas seulement la République démocratique du Congo, mais l'humanité tout entière, notamment les organisations attitrées. C'est ici l'occasion de saluer quand même les tournants décisifs au niveau du gouvernement américain. S'il faut reconsidérer leur position au niveau international, dans l'engagement commun que nous avons sur cette question. Donc, je pense humblement que nous n'avons pas fait assez jusque-là parce que le défi est majeur. Vous l'avez dit vous-même en sommaire, que nous sommes en pleine saison sèche, mais nous réalisons qu'il y a réellement cette histoire des perturbations climatiques. Donc, il faut les efforts des uns des autres, mais comme j'insiste, il faut structurer ces efforts. Il faut que le leadership au niveau de l'État établisse une stratégie claire et globale d'accompagnement. On peut se répartir des tâches. Qui peut faire quoi dans ces combats? La grande difficulté dans notre pays, c'est que nous embrassons beaucoup de choses. Nous prenons des initiatives, mais qui souvent ne sont pas accompagnés par des plans clairs, par ce qu'on appelle des plans stratégiques bien élaborés. Donc, si recommandations à faire il y a à Madame la ministre, la vice-première ministre, que j'ai salué en passant, Madame Bazaïba, et qu'on élabore une stratégie nationale très claire où on aura la contribution de toutes ces parties prenantes qui contribuent dans cette lutte contre la déforestation ou la perturbation climatique. Parlons santé dans cette première rubrique, la Covid-19. La RDC aujourd'hui face à sa troisième vague. 406 nouveaux cas enregistrés en une journée le samedi, donc le samedi 5 juin 2021. À ces jours, la RDC a plus de 33 202 cas qui ont été confirmés, 804 décès et 27 751 personnes guéries. Docteur et pasteur Eric Singa, est-ce que vous avez déjà pris votre vaccin? Pas encore, madame, je n'ai pas encore pris mon vaccin. Et qu'est-ce que vous attendez? Parce que la RDC doit faire face à cette pandémie. Oh oui, je pense que l'Église, parce que là, comme je parle au nom de l'Église a pris une position claire sur la question du vaccin, rappelant que les vaccins étaient nécessaires pour tout le monde, mais pas obligatoires. Parce qu'il relève aussi de la décision ou du choix de chaque individu, mais il est important, il reste impérieux pour chacun de nous de se mettre à l'abri de tous les méfaits de cette pandémie. Donc, sur cette question, l'Église est restée ouverte et relativise la chose, tout en encourageant les uns les autres qui vont faire. Mais, il y a une recommandation expresse de l'Église quant à ça. C'est qu'on a demandé au gouvernement d'établir une équipe certifiée, qualifiée pour certifier ces vaccins. La difficulté, c'est que aujourd'hui, on parle du vaccin, mais nous n'avons pas encore eu toutes ces assurances sur nos équipes qui certifient ces vaccins. Je crois que vous avez appris récemment avec le gouvernement sortant, la vague qui est venue du côté Danemark, quand on a appris tout ce qui a été raconté autour de ces vaccins. Donc, il faut à la fois éviter la psychose autour du vaccin pour mettre les uns les autres en confiance, mais la responsabilité première du gouvernement reste celle de doter ceux qui travaillent dans les domaines, l'équipe technique ou le docteur Mouyembe et son équipe, en tout cas de tout le moyen nécessaire pour certifier ces vaccins. Et ça, c'est cela
la recommandation expresse de l'Église de Christ au Congo, tout en saluant l'initiative du vaccin, tout en encourageant les uns les autres qui se trouvent, après leur jugement propre, intéressés à aller se vacciner. Mais nous insistons sur la certification, un mécanisme rationalisé des contrôles de ces vaccins pour qu'après nous ne soyons pas victimes des mauvaises surprises. Mais aujourd'hui, on voit que les gestes barrières ne sont pas respectés en RDC, à Kinshasa particulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est satisfaite de la gestion de cette pandémie par le gouvernement congolais? Non, c'est un peu comme je l'ai dit pour la question environnementale. Ce qui nous manque, c'est vraiment ce qui nous manque, c'est toujours des stratégies globales d'un côté, mais aussi la continuation dans des procédures. Nous sommes vraiment en train de constater les relâchements, parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, le peuple avait pris, les populations avaient pris beaucoup de conscience sur cette question. Nous-mêmes, l'Église catholique comme l'Église protestante, ont conjointement travaillé par le biais des structures Commission Justice Paix pour sensibiliser la population, et ce grâce à l'accompagnement de l'Union européenne. C'était intéressant. Nous avons travaillé dans la sensibilisation sur l'ensemble du territoire congolais. Mais après, les projets s'est arrêté, mais nous constatons qu'il y a quand même un relâchement, même au niveau des églises. Néanmoins, chez nous, nous veillons parce que les mesures sont toujours d'application. Nous exigeons les ports obligatoires des masques. Il y a toujours le prélèvement de la température. Il y a la distanciation qui est aussi exigée à nos fidèles. Donc, il faudrait que le gouvernement revoie un peu sa stratégie. Jusqu'aujourd'hui, on nous parle de c'est quoi, les couvre-feux. Les couvre-feux. Oui, le couvre-feu. Or, le couvre-feu ne résout pas totalement les problèmes parce que tous qui sont contaminés ne circulent pas forcément la nuit. Et qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement? Nous recommandons au gouvernement d'associer toutes les structures qui peuvent travailler. Il y a des universités, les responsables des universités, des écoles, des églises, des ONG, tous ceux qui peuvent contribuer à une stratégie nationale. Le gros du travail, c'est au niveau de la sensibilisation, c'est au niveau de l'encadrement de ceux qui sont atteints, parce que là déjà nous assistons au débordement au niveau de certains centres sanitaires, notamment on a le clinique. 406 nouveaux cas enregistrés samedi. Et voilà, et nous avons d'après nos informations que surtout aux cliniques universitaires qu'il y a déjà débordement. Donc tout ça, ce sont des mesures d'accompagnement. Le gouvernement fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, mais nous pensons qu'il faille toujours associer les autres, notamment les églises qui font déjà ce travail, comme je l'ai dit, les ONG, les écoles, les universités, toutes ces agglomérations qui reçoivent un nombre important de la population. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. Ici, le cimetière d'Mbenseke, Nouvelle Cité. Les membres de l'ONG Voix des Sans-Voix et d'autres activistes des droits de l'homme viennent rendre hommage à Floribert Chebeya, assassiné il y a 11 ans. Dépôt des gerbes de fleurs et témoignages ont suffi pour commémorer le 11e anniversaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Pour eux, tout est clair, il s'est agi d'un crime d'État. C'est un crime d'État parce qu'il y avait des gens qui ne misaient que sur leur maintien au plus haut niveau des institutions publiques et qui ont vu qu'on dérangeait. À ce moment-là, on dérangeait. On était seuls sur le terrain. C'est ainsi que Floribert fut tué. Et c'est un crime d'État. Crime d'État. Mais le procès n'a jamais été du goût de la Voix des Sans-Voix. Cette ONG des droits de l'homme veut voir le chef de l'État donner un signal fort dans la lutte contre l'impunité par la réouverture du procès Chebeya. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre qualité de magistrat suprême, qui ne viole nullement le principe de la séparation des pouvoirs, peut aider et contribuer à instruire les autorités compétentes pour la réouverture urgente et rapide par l'auditorat général ou la haute cour militaire du procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya Baizire et Fidel Bazana Dadi, avec ou sans le général John Numbi pouvant être jugé par contumace. Réouvrir les procès Chebeya, c'est possible. Demain, ce procès doit reprendre dans toutes ses dimensions et que les auteurs de ces doubles crimes soient déférés, jugés
et condamné selon les normes. Une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Notre-Dame de Fatima en mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Ils étaient devant la direction générale de la régie de voies aériennes. Ces agents de la RVA sont venus manifester leur mécontentement. Ils réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire, notamment 10 pour les uns et 30-40 mois pour les autres. Ils exigent par ailleurs le départ du directeur général ad interim pour mes gestions. Il faut d'abord connaître c'est quoi la maladie en matière financière. Et puis là, après, on va relancer. Mais si lui refuse, mais c'est lui qui doit dire à la population pourquoi il doit refuser. Parce qu'on doit auditer. L'audit, c'est pour toutes les entreprises. Pour toutes les entreprises, il faut qu'on audite, pour qu'on sache que, ici, moi je me dis, hein, les Congolais pensent pour qu'il y ait détournement, il faut qu'il y ait des détournements de grands montants. Même quand quelqu'un détourne 10 $, ce n'est pas un détournement. Pas technicien, pas de RVA, pas dirigeant RVA, pas politicien, pas de bureau de délégation syndicale, pas de syndicat, au moins d'entreprise, pas de syndicat. Mais papa, ceux qui audit tes alités, tu as bongi samboka ndenge nini. Tolanda ba idée à chef de l'État, tolingi état de droit, tolingi bosolo, pona tant qu'on travaille bien. On baga audit pona nini. Ceux qui vous sont baga audit, abiye mo kazali détourneur. Ces agents de la RVA réitèrent leur engagement à poursuivre avec les revendications jusqu'à obtenir gain de cause. Onze ans après l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, son chauffeur, toujours pas des procès. Aujourd'hui, comment voyez-vous la démarche des activistes de droits de l'homme qui continuent à réclamer la réouverture du procès pour cet activiste de droits de l'homme? Très noble, tout en rappelant que moi-même je suis également défenseur de droits de l'homme parce que la commission à la tête de laquelle je suis placé, Justice Paix, exactement, de la création. Voilà, prend en compte dans son portefeuille le programme des droits humains et liberté fondamentale des citoyens. Donc je ne peux que joindre. Mais qu'est-ce qui bloque aussi longtemps qu'on sait aujourd'hui que le président qui est là, il vient de l'UDPS qui prend toujours le peuple d'abord. Et depuis que Félix Antoine Tshisekedi est là, les activistes de droits de l'homme s'attendaient à la réouverture de ce procès aussitôt que Félix Tshisekedi est arrivé à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui bloque? Bon, peut-être qu'il faut commencer par séparer les choses. C'est vrai, vous l'avez appelé magistrat suprême, mais dans notre droit positif congolais, il faut rappeler qu'il y a une différence entre le parquet et les tribunaux, les cours des tribunaux. Donc, le chef de l'État a pouvoir, comme magistrat suprême, d'instruire ou de donner les ordres, pas même des ordres, mais il est à la hiérarchie de la structure judiciaire, c'est au niveau des magistrats. C'est pourquoi vous l'appelez magistrat suprême. Mais les juges sont autant libres. Donc je pense que la question devrait plutôt d'abord être dépolitisée. Et je ne pense pas qu'il revient à la responsabilité personnelle du chef de l'État. Dépolitiser. Oui, il faut dépolitiser, c'est-à-dire ce n'est pas directement à la responsabilité personnelle et directe du chef de l'État. Parce que la justice doit faire son travail. Dans le principe de séparation des pouvoirs, donc il relève de la compétence de la justice. Peut-être il faut approcher la ministre d'État en charge de la justice, ou alors les juges qui ont la compétence de statuer sur cette question, parce que l'affaire est déjà au niveau de la justice. Donc je pense que c'est à ce niveau-là, mais je n'ai pas tous les éléments de précision pour attester le vrai raison qui serait à la base de ces retards ou de ces blocages de la procédure judiciaire. Mais vous savez, la justice, elle a ses réalités. Les procédures judiciaires ont leur réalité. Elles peuvent aller à 5 à 10 ans. Vous savez, il y a beaucoup de procès comme ça, que ce soit sur le plan national ou international. Donc, moi je demanderais peut-être que nous tous qui sommes défenseurs des droits de l'homme continuons à réclamer justice parce que Floribert... Est-ce que l'église du Christ au Congo réclame aussi justice pour Floribert Chebeya et Fidel Bazana, son chauffeur? Pas seulement sur les deux grandes personnalités que vous citez, mais l'église de manière générale, comme je l'ai dit, déjà
structure la commission justice et paix sur cette question des droits humains. Donc, pour nous, c'est une question fondamentale qui va de l'intérêt de tout le monde, de vous, de moi, de quiconque congolais, ou même non congolais. Tout le monde a droit à la justice. Mais exceptionnellement, il faut être sincère, parce que je me base à la dernière déclaration du comité exécutif national de l'Église comme communicateur de l'Église, je peux avouer que nous n'avons pas expressement traité sur la question de notre compatriote Floribert Chebeya. Mais la volonté de l'Église, je peux parler comme responsable de la commission en charge de ces questions, la volonté de l'Église serait notamment que justice soit faite sans politiser, sans instrumentaliser, sans faire de la justice populiste ou populaire, mais laisser la justice faire son travail, établir les Et comment voyez-vous aujourd'hui le travail que fait la justice? Il y a des personnes qui répondent quand même de leurs actes devant la justice. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui en ce qui concerne la justice en RDC? Oui, il y a des avancées d'un côté, mais il y a aussi des risques de l'autre. Les avancées, comme vous le dites, on voit quand même aujourd'hui, on peut initier des procédures judiciaires, des informations judiciaires sur certaines personnalités, certaines même, il faut avouer, en pleine fonction. Ça, c'est quand même une avancée à reconnaître. Mais nos craintes comme Église, c'est l'instrumentalisation de cette justice. Vous savez, madame, dans toute procédure judiciaire, l'intérêt n'est pas simplement à ouvrir une affaire, une instruction judiciaire ou enclencher une procédure, mais c'est surtout la rationalité de la procédure qui compte. Ce qui compte dans un procès ou dans une procédure judiciaire, c'est l'issue du procès. Parce que si le procès ne donne pas une issue rationalisée, à mesure de fonder valablement, n'est-ce pas, la justice, et ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas faire de la justice comme des spectacles. La justice n'est pas un terrain de spectacle. On vient initier des actions qui ne terminent pas, ou alors des actions qui débouchent sur des négociations politiques, ou même des condamnations qui, avant la fin de l'échéance, sont annulées ou abrogées. Et ça, c'est ce qui crée un peu les deux poids, deux mesures. Donc il faut que la justice soit... C'est ça même le principe de l'égalité de tous devant la justice. Donc ces principes veulent à ce que la même rigueur appliquée dans une procédure X sur le même problème ayant le même objet, soit la même rigueur appliquée sur autre personne Y dans le même objet et dans la même procédure. Rendons-nous maintenant dans ce dossier à la RVA. Vous l'avez suivi, plusieurs mois impayés. Les agents ont même manifesté. Ils ont exprimé leur ras-le-bol en début de semaine et ils sont allés même loin pour dire que le directeur général intérimaire ne veut pas de l'audit. C'est grave, madame, quand j'ai eu froid dans les dos, quand j'ai suivi cet élément, mais j'ai suivi quelqu'un dire il faut laisser les techniciens diriger l'entreprise. Je pense. Et on ne veut plus des politiciens, ils l'ont dit. Et c'est cela même la voix de l'Église. Je voudrais relayer la déclaration du comité exécutif qui a insisté auprès du chef de l'État d'éviter la politisation des entreprises publiques. C'est ce qui nous conduit à tout cela. Vous savez, il y a quand même un certain niveau de responsabilité. C'est vrai, je ne connais pas l'actuel DG d'intérim, mais je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, il est important de veiller surtout à la nature de l'entreprise. Donc, si ce qui est dit, s'affirmer, c'est-à-dire qu'on refuse l'audit, c'est très inquiétant et c'est très grave. Et quand je suis qu'il y a autant de mois d'un paiement, nous pensons sincèrement, c'est vrai que nous apprenons à, je crois que même d'ici hier, Madame la ministre a pris d'autres décisions pour surseoir les feuilletons qui se passent là-bas, parce que nous apprenons tantôt c'est le DGAI qui fait des mises en place à son gré sans respecter et la carrière des agents et la hiérarchie de position, surtout les niveaux du budget, parce qu'il faut aussi tenir compte quand vous donnez des promotions aux gens, il faut être en mesure, et il faut être sûr que l'entreprise sera en mesure de prendre en charge ses personnels. Ça, c'est un fait. Mais après, nous avons appris que le conseil d'administration avait aussi retiré les mandats d'intérim. Et donc, ça fait un feuilleton, heureusement pour Madame la ministre, que nous saluons la sagesse et la perspicacité qui a sursis toutes ces décisions pour, je crois, amorcer une procédure qui pourra aller au bon sens. Donc, si je peux dire un mot au nom de l'Église, nous appelons le chef de l'État à prendre toutes ses responsabilités et le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est lui qui est sali.
Parce que quand on commence à amener les noms de l'UDPS... C'est Félix-Antoine Tshisekedi qui est sali. Oui, parce que tous les débats politiques qu'on apprend là-bas, d'un côté on dit les peuples d'abord, de l'autre on dit FCC, on dit cash. Nous pensons que ces genres de débats ne devraient pas être dans les entreprises publiques. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes mandataire, vous êtes agent de l'État. Il n'y a pas d'agent de l'État pour l'UDPS, agent pour FCC ou pour la MOUCA. Ce sont des citoyens congolais, que vous ayez travaillé avec un régime passé ou non, que vous veniez d'arriver ou non. On doit garantir la sécurité à tout le monde et l'égalité des chances tout en veillant sur la méritocratie. Pasteur Eric Senga, vous l'aviez dit, vous avez un peu insisté dans cette émission sur la dépolitisation des entreprises de l'État. Est-ce que vous pensez que ça sera facile dès lors que nous connaissions que la plupart des mandataires proviennent des partis politiques et dépendent généralement de la vision de leur parti politique, de leurs autorités morales? Madame, c'est cela le test auquel passe l'actuel chef de l'État. Vous savez, Félix Tshisekedi a le mérite de venir après un long régime, Kabila, régime qui a été foncièrement critiqué, notamment par l'opposition. Plus de 10 ans, moi je dirais même plus, voilà, beaucoup plus de 10 ans que cela. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est sur les bancs des observateurs. On veut voir tous les combats tant vantés au niveau de l'opposition qui a engagé un bon nombre de compatriotes, combats auxquels nous tous avons cru. Je pense que le chef de l'État doit se ressaisir sur un certain nombre de choses et éviter surtout d'utiliser le même outil que celui utilisé par les régimes contre lesquels il a lutté, il a combattu. Les mêmes outils, qu'est-ce que vous voulez dire La politisation, comme vous l'avez dit, nommer les mandataires publics en fonction des partis politiques. Mais pourquoi on a combattu FCC Cash? C'était ça le problème. Et c'est ce qu'il lui dénonçait pour dire, on nous bloque parce que même au niveau de l'armée, on veut vous mettre les généraux en fonction de cela. Au niveau des entreprises publiques, au niveau des ambassadeurs, maintenant qu'on nous parle de l'union sacrée, comme étant la vision globalisée de la volonté du vivre ensemble et de faire mieux dans l'histoire de notre pays, je crois que le chef de l'État doit garder la hauteur. Et surtout sur les entreprises publiques, j'insiste, comme vous l'avez dit, l'ECC sera très regardant sur cette question. On aimerait que les fils et les filles congolais, dans le principe des respect d'égalité des chances, arrivent à être... Pourquoi? Je vais revenir à quelque chose. Pourquoi ne pas soumettre au test, par exemple? Mouzé Kabila l'a fait d'heureuse mémoire. Beaucoup de ceux qui ont été mandataires à l'époque de Mouzé Kabila sont passés par un test. Faites un test, lancez un appel à candidature. Les Congolais doivent avoir le même chance. Les compétents vont se démarquer et vous les engagez. Et c'est à ce moment-là que Félix Tshisekedi aura toutes les félicitations et le mérite de l'Église pour dire, ben voilà, il y a rupture, il y a tournant décisif et nous allons réellement dans cette philosophie de peuple d'abord ou alors de l'union sacrée. Être Congolais en République démocratique du Congo, on doit être Congolais des pères et des mères. Une proposition de l'ancien candidat à la dernière présidentielle en République démocratique du Congo, le docteur Noël Tchani. Madame et messieurs, retrouvez dans ce dossier la position de Moïse Katumbi. Alors que le débat fait rage au sein de l'opinion sur la congolité, Moïse Katumbi renvoie les initiateurs d'une telle proposition aux études. Et je crois que les gens parfois chantent l'hymne national sans comprendre le sens. Nous sommes unis par le sort. Et nous sommes unis aussi dans le fort. Le sort, c'est quoi? C'est la plus grande question. Je laisse à ce soi-disant intellectuel de répondre à cette question. Le président d'Ensemble pour la République est clair, je suis congolais. Moïse Katumbi n'est pas congolais, il faut laisser ça aux demandeurs d'emploi. Moïse Katumbi est bel et bien congolais. Parce qu'on ne parle pas. Si c'est nous défendre, nous allons nous défendre. Et je sais me défendre. Je sais me défendre en suivant la constitution de notre pays et aussi en suivant l'hymne national. Je ne peux pas accepter des choses qui vont nous remettre en arrière. Le Congo a tant souffert et un bon Congolais aujourd'hui, c'est celui qui va proposer
des choses qui vont nous faire avancer. Moïse Katumbi est bel et bien congolais pour jouir de tous les droits rattachés à sa nationalité. Sera-t-il candidat à la présidentielle de 2023? Katumbi ne confirme pas, il n'infirme pas non plus. Nous ne sommes pas en 2023. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est travailler pour que les choses changent au niveau du pays. 2023, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a eu le volcan à Goma. Parmi les gens qui sont morts là, il y a eu peut-être des candidats présidents aussi dans ce volcan-là à Goma. Donc, il ne faut pas que les gens se focalisent sur 2023. Pour l'instant, il faut travailler à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, a-t-il soutenu. Je ne prends pas part à cette idée parce que pour moi, je trouve que c'est encore une loi qui divise. Je n'aime pas tout ce qui divise. Je n'aime pas tout ce qui sépare les uns des autres. Mais je veux dire ceci. Au lieu de commencer des lois qui divisent, commençons par réfléchir sur notre jeunesse. J'ai vraiment pitié de notre jeunesse. Lorsque nous avons une éducation nationale qui fonctionne exactement comme les Belges l'ont laissé, nous avons la justice qui fonctionne exactement comme les Belges l'ont laissé, je ne sais pas vraiment quel est l'avenir que nous réservons à notre pays. Au lieu de se battre tous les jours pour toi que je m'y mette, cherchons à construire. Nous avons maintenant un président de la République qui a cette volonté. Essayons de l'aider. Je vous demande, s'il vous plaît, de recentrer l'idée sur l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, quelle est la position de l'Église face à cette proposition de loi de l'ancien candidat président à la dernière présidentielle en République démocratique du Congo, le Dr Noël Tchani, qui propose à ce que désormais en RDC, un président doit être congolais des pères et des mères? Bon, d'abord, il faut respecter les opinions. Nous sommes en démocratie. L'Église de Christ au Congo. C'est une proposition. L'Église de Christ au Congo est très respectueuse des valeurs de la République. Donc, si nous sommes en démocratie, cela suppose qu'il faut laisser les opinions émerger, mais après maximiser les intelligences qui découlent de ces opinions. Parce que toute opinion ne renferme pas forcément une certaine intelligence ou une certaine sagesse, mais du moins à la base, il faut autoriser les opinions, il faut laisser les gens s'exprimer, les gens proposer. Nous sommes en démocratie. Ça, c'est un. Des deux. On ne construit pas la République sur base des opinions des individus, sur la tête des individus. Nous pensons plutôt que la loi comme elle-même, vous le dites, la proposition de loi, si vous lisez avec moi Montesquieu, qui est parmi les auteurs importants qui ont parlé sur la loi, dans son chef-d'œuvre, l'esprit des lois, qui est une valeur cardinale dans la construction de la République. Montesquieu, à la suite de tous ces grands penseurs, je pense ici à Jean-Jacques Rousseau, qui insiste sur la dimension de l'autonomie collective dans la formation d'une loi. Quand on fait les lois, on ne les fait pas pour son auteur. Les lois ne sont pas faites pour leurs auteurs. Les lois ne sont pas forcément faites également pour un temps simplement précis. Mais les lois sont faites pour réguler la volonté collective d'un peuple dans la démarche vers son destin commun. C'est très important de le dire, madame. Donc, le CC ne s'attarde pas sur des discussions basées sur les individus. Comme je l'ai dit à la base, la République, tout ce qu'on fait, en résumé, en clair, le CC est dans la logique où les lois doivent refléter la volonté collective de notre République et être en mesure de résoudre les vrais problèmes. Le législateur, lorsqu'il élabore, il ne légifère pas pour lui. Les législateurs légifèrent pour édicter les lois pour des générations.
pour les futurs. Et il faut qu'il y ait un caractère objectif à une loi. On ne doit pas faire des lois sur les individus. Et admettons que vous faites toute une loi sur la tête d'un individu et que demain après-demain, l'individu... Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette proposition, c'est pour des individus? Si je vais entrer dans le fond de cette proposition, le débat sur la congolité, madame, s'il y a à boire et à manger, parce qu'il y a des dimensions sociologiques, il y a des dimensions philosophiques, il y a des dimensions religieuses, il y a des dimensions géostratégiques qui interviennent dans cette question-là. J'entends abusivement les gens dire que c'est serré pareil aux États-Unis, mais c'est faux. En droit, soit le pays adopte le principe du sol, soit le principe du sang. Donc, ici, aux États-Unis. Mais c'est quand même une proposition qu'on avait dans la Constitution, si je ne me trompe pas. La Constitution que nous avons, c'est celle de 2006, mais qui a été révisée en 2011. En 2011. Oui. Oui. Et cette disposition serait aussi... Non, je n'ai jamais entendu parler de cette disposition. Mais je voudrais rappeler que même la Constitution qui est en vigueur est issue d'un contexte post-conflit. Les spécialistes en droit constitutionnel vous diront que c'est une constitution de compromis. Parce qu'il y a eu bien des questions qui ont été mises en examen à Sun City pour qu'on arrive à dégager le grand des options à couler dans cette constitution. Donc, les questions par exemple autour de la nationalité consacrées sur pied de l'article 10 qui donne le caractère exclusif à la constitution, à la nationalité congolaise, c'est pas venu au hasard. Il y a plusieurs débats, plusieurs ce qu'on appelle en droit la ratio legis, c'est-à-dire derrière les lois, il y a tout un sens, il y a tout un débat, il y a toute une intelligence pour qu'on arrive. Donc, nous ne sommes pas en train de voir, les CC n'entrent pas dans ces débats orientés et subjectifs. Un débat orienté. Nous le trouvons orienté et politisé. Comment ça, orienté, politisé? Oui, parce que, vous savez, les juristes parlent toujours de la nécessité et l'urgence. Voyez-vous, si on posait la question à l'auteur de cette loi, quelle est la nécessité et l'urgence de sa proposition? Alors, c'est là où ça tombe mal. Je crois, j'ai salué la grandeur du secrétaire général Kabouya de l'UDPS et même de maître Kazadi Peter. Parce qu'en fait, au niveau de l'opinion, on a toujours tendance à penser que ce serait l'UDPS qui serait à la manœuvre de cette proposition. J'ai salué personnellement quand j'ai suivi les interventions de ces hauts cadres pour dire, j'ai aimé Kazadi qui a dit, si l'UDPS a à gagner, elle gagnera à la régulière. C'est ça l'essence de la démocratie. Nous ne voulons pas de propositions qui vont dans le sens d'exclure les candidats. Pourquoi a-t-on peur des élections? Pourquoi veut-on faire des choses comme si Félix Tshisekedi, pour ne pas les citer, si c'est cela les débats, moi j'estime qu'il peut gagner les élections sans forcément faire recours à des lois faxites. J'allais dire un terme qui n'aurait pas été intéressant, mais en fait je voulais dire qu'il faut éviter tout ce qui ne cadre pas avec l'image qu'incarne Félix Tshisekedi avec la maxime du peuple d'abord, de l'état des droits, de la démocratie. Ce sont des valeurs qu'il est en train de nous proposer dans son contrat social et je pense que ceux qui veulent l'accompagner ont intérêt à l'accompagner à asseoir ces valeurs. L'état des droits, le respect des droits, la démocratie, la transparence, la lutte, ça ne doit pas être des slogans, mais on doit les retrouver dans la manière de faire de l'actuel régime pour établir la différence avec les autres régimes antérieurs. Les CC ne veulent pas trop parler de la question de la congolité, mais permettez-moi quand même de poser cette question des internautes qui demandent pourquoi il n'y a qu'un seul camp qui s'élève autour de cette proposition de Noël Tchani. Il n'y a qu'un seul camp politique qui s'agite. Nous ne connaissons pas ces camps de l'autre côté. Ne faites pas semblant, pasteur. Ne faites pas semblant. Non. Parce qu'à un moment, vous l'aviez dit que ça peut être une loi taillée. Oui, c'est-à-dire, je l'ai dit, c'est ça la différence. Les juristes disent quoi? Une loi doit avoir un caractère général, abstrait. C'est très important. C'est-à-dire, quand des lois sont subjectivées, sont orientées, ça pose un problème. Mais pour revenir à votre question des fonds, s'il y a un camp politique qui s'agite ou quoi, je pense que ça, c'est des bonnes guerres. Ils sont en politique. Chacun est en train, on vous dira qu'en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Vous avez suivi Moïse Katumbi qui a confirmé lui-même pour dire que lui, il est congolais. Est-ce que être congolais, c'est celui qui le dit
ou celui qui les constate. Malheureusement, je ne sais pas vous poser des questions, mais sur la notion de la congolité, si c'est cela le débat, je souhaiterais qu'on ait une autre émission. Essentiellement sur cette question, j'aurais le réel plaisir de détailler beaucoup de théories, mais je vais faire un petit résumé. Savez-vous que le peuple d'Israël, quand vous lisez, je pars de l'approche biblique, Genèse chapitre 12, quand Dieu dit « Je vous donnerai le pays en héritage », là il parle à Sadat Abraham. Quand vous arrivez en Exode chapitre 3, quand il relaie la promesse de Moïse, d'Abraham à Moïse, nous comprenons justement la place sur le plan théologique qu'occupe la nationalité. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de le dire à notre église parce que nous enseignons sur un thème intéressant. Lorsque l'église s'élève, la nation se relève. Je pense que le grand débat doit être au niveau de la construction de la nation. Quand est-ce qu'on peut se dire nation? Moïse Katumbi l'a aussi dit. Hein? Moi, je pense que le débat sur la congolité ou la nationalité ne peut avoir sa réponse que sur la notion de la nation. La nation, madame, est différente du pays et différente de la République. Pour nous, la conception, c'est qu'une nation est l'ensemble des populations qui se reconnaît liées par le lien de l'histoire, un lien matériel, et animé par la volonté du vivre ensemble en vue de réaliser un destin commun. Et si nous arrivons à ce niveau-là, au niveau tel que, j'allais dire, en Europe ou partout, on a dépassé ces questions. Si vous entendez parler de la théorie de l'État-nation, aujourd'hui nous parlons de l'Union européenne. Même ce que nous déplorons avec nos voisins ici, Rwanda, Burundi et tous les restes, c'est un recul au fait des civilisations. Parce que les vieilles civilisations ont déjà résolu ce problème. Même s'il existe des frontières des uns et des autres, mais la plupart de nos frères, pour ne pas citer l'auteur de la loi, lorsqu'ils vont en Europe, en Amérique, pour solliciter des nationalités dans le cadre de l'immigration, et que les Occidentaux, les Américains les acceptent et leur octroient des nationalités, est-ce que ces gens ne sont pas intelligents? Ils sont intelligents. Ces questions, comme je l'ai dit, au lieu de passer le temps sur les débats autour de la congolité, passons plutôt le temps à débattre sur la nation. Et laissez, je finis par là, et de ceux qui pensent qu'il faille refonder la nation congolaise. C'est ce qu'il appelle le mythe fondateur de la nation. Il faut retrouver les valeurs qui posent les jalons de notre vivre ensemble. Il faut retrouver les valeurs qui construisent la raison de notre être en tant que peuple et qui nous définit dans l'historiographie des humains. Nous devons trouver des valeurs qui nous conduisent à notre destin commun. C'est dont vos enfants, mes enfants et les enfants des autres auront besoin et sur lesquels ils vont nous évaluer, c'est de savoir qu'est-ce que nos pères nous ont légué comme héritage. Et j'ai fini pour dire, madame, la nation appartient et aux vivants, et à ceux qui sont morts, et à ceux qui vont venir. Ces débats sur la congolité n'est qu'un débat d'opportunisme qui n'a pas de sens tant qu'on n'a pas résolu les vrais débats sur la nation. On doit se vérifier, se tester. Sommes-nous encore une nation ou un groupement de tribus qui se retrouvent dans un espace donné qu'on appelle RDC? Madame, Messieurs, prenons à présent le 4e dossier, le dossier qui va s'intéresser donc sur la Commission électorale nationale indépendante. On y revient avec plus de détails avec notre invité. Nous dénonçons les complots du FCC et CACH qui consistent à planifier la tricherie aux élections de 2023 par le partage du bureau ainsi que de la plénière de la CENI. Malgré la volonté exprimée par la MOUCA de voir la classe politique s'asseoir pour procéder à des réformes en profondeur de la CENI, M. Félix Tshisekedi et son partenaire Kabila ont décidé de passer en force en donnant l'ordre aux députés du FCC et aux députés de CACH de se mettre ensemble pour se partager la CENI. Pour quelle sorte d'élection? Nous n'accepterons pas ce statu quo. Ils adoptent une loi organique de la CENI qui donne 4 délégués de l'IDPS à la CENI, 2 délégués de M. Kabila à la CENI. FCC rentre à nouveau à la CENI. Pour quel résultat? Pour quelle finalité? Apparemment, nous n'avons pas tiré les leçons de notre histoire. La MOUCA appelle le peuple à être prêt. Dès la semaine prochaine,
une série d'actions sur le plan national seront entreprises. Des manifestations de grande envergure pour dire nous n'accepterons pas qu'il y ait les délégués du FCC à la CENI. Jamais. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des délégués de CASH ou de l'Union sacrée à la CENI. La CENI doit être dépolitisée totalement et laissée entre les mains des confessions religieuses. Nous sommes prêts à conclure les alliances, même avec les diables, pour que la CENI soit dépolitisée. C'est une première rencontre entre le président des deux chambres du Parlement depuis leur avènement à la tête de ces deux institutions du pays. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batiloukwebo, est venu aborder les grandes questions d'actualité qui intéressent leur institution avec le président de l'Assemblée nationale. Notre constitution a institué au niveau du pouvoir législatif les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et comme vous le savez, les matières législatives qui passent par l'Assemblée nationale passent également par le Sénat avant qu'il y ait promulgation par le président de la République. C'est-à-dire que nous constituons une chaîne. Et le président de l'Assemblée nationale, qui a bien voulu me recevoir aujourd'hui, avec lui, nous avons passé en revue plusieurs questions qui intéressent nos deux institutions. Pour le président du Sénat, le face-à-face permet de trouver des solutions à certains problèmes. Nous avions pensé que certaines questions peuvent trouver rapidement des réponses par des échanges, par une concertation, au lieu d'échanger des correspondances. Eh bien, voilà, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et je suis très heureux que j'ai été très bien reçu et j'ai l'avantage d'être devant mon aîné qui a une longue expérience également. Nous tous, on a été au Parlement depuis plusieurs années et donc aujourd'hui, nous avions voulu que cette tradition puisse prendre corps et il en sera ainsi pour le reste de notre mandature. C'est dans les tout prochains jours que la session ordinaire de mars sera clôturée dans les deux chambres du Parlement. En 15 jours, nous devrions aller en vacances, sauf si l'état de siège nous contraint à pouvoir continuer à travailler. Pasteur Eric Senga, que dit l'Église du Christ au Congo par rapport à l'adoption de la loi sur la Commission électorale nationale indépendante dernièrement par les élus nationaux? Dans la déclaration de l'Église du Christ au Congo, déjà avant même l'adoption de la loi, les signes ont été clairement donnés que nous voulons d'une CENI dépolitisée parce que c'est une option, je le rappelle, qui a été élevée depuis Sun City, réitérée par le chef de l'État lors de consultations. En tout cas, l'SCC qui a été parmi les premières confessions à être reçue par le chef de l'État, c'était d'ailleurs coulé dans notre mémo déposé et il nous a rassuré que, en tout cas dans sa vision des choses, du fait qu'il tient à un processus crédible, il voudrait à ce que la CENI, notamment son bureau, soit essentiellement composé de la société civile. Et nous l'avons salué. Nous l'avons encouragé et je pense que c'est cela. Et donc nous sommes revenus sur cette histoire pour insister lors de la déclaration. Mais, alors fort malheureusement, nous avons suivi avec attention les déroulés du débat, tant au niveau de la commission PAJ qu'au niveau de la plénière, ce qui a été adopté jusque-là comme proposition à soumettre à la seconde lecture au Sénat. Nous voulons interpeller clairement les députés. D'ailleurs, il y a une communication officielle qui arrive, non seulement de l'SCC mais des confessions religieuses. Peut-être que vous ne m'avez pas présenté comme les délégués de l'Église du Christ au Congo au sein de la plateforme et communicateur de la plateforme des confessions religieuses. Donc il y aura une communication déjà en début de semaine pour fustiger cette façon de faire parce que nous n'accepterons pas, madame, au moment où nous parlons tous des réformes. Lorsque les réformes n'apportent aucun changement, elles ne servent à rien. Donc cette décision, c'est aussi un coup dur pour vous comme la Mouka? Pas comme la Mouka, c'est pas une, on ne se compare pas à la Mouka, mais un coup dur pour la République. Madame, c'est contre la République que cela est fait. Parce que c'est là ce que je disais tout de suite, il faut que nous tous Congolais arrivons à transcender nos différences et à situer
les valeurs communes qui constituent notre raison de vivre ensemble. Donc ici, c'est un coup d'État fait à la République. Parce qu'on ne peut pas accepter, et comme même mon collègue Katende l'a dit, maître Katende, Jean-Claude Katende de Lazado. Très bien, qu'il a dit, nous saluons toujours sa perspicacité à chaque fois qu'il prend certaines positions pour dire, il y a des choses qu'on a laissées ou qu'on a tolérées sous le régime Kabila. Kabila qu'on a accusé de tous les maux. Mais on est curieux de savoir que sous Tshisekedi, le peuple d'abord, l'union sacrée, composée de ces amis avec lesquels nous avons lutté et combattu. L'auteur même de cette proposition, monsieur le ministre aujourd'hui, Lutundula, sait quelles sont les discussions que nous avons eues déjà à l'époque lorsqu'il a élaboré cette loi. Madame, vous trouvez quelle logique? Lorsque on veut d'abord confier à la société civile. Ils sont en train de nous distraire pour dire on a augmenté les quotas de la société civile de 3 à 5. Ils sont en train de vous distraire. Une distraction, et je vais démontrer pourquoi c'est une distraction. J'ai suivi l'honorable Mbata, professeur de droit constitutionnel de son État. Nous interpellons l'honorable Mbata pour dire si c'est cela le droit constitutionnel qu'on est en train d'enseigner sur l'aspect matériel. Alors ça nous pose en tout cas problème pour l'avenir et pour des générations, surtout pour les cerveaux collectifs scientifiques de notre pays. Il est aberrant, madame, de considérer, on dit 6 membres pour les délégués de la majorité, 5 pour la société civile et 4 pour l'opposition. Mais dans le bureau, sur le 6 de la majorité, on en prend 4. Et sur le 5 de la société civile, on en prend un seul. Mais sur le 4 de l'opposition, on en prend 2. Nous sommes dans un raisonnement. Non. Nous sommes dans un raisonnement classique. Que ce soit sur le plan du droit constitutionnel ou du droit électoral, je ne sais plus comprendre ce qui se passe dans ce pays. Donc, une majorité, d'abord, les principes là de dire majorité-opposition ne devraient pas s'appliquer dans la CENI, qui, en substance, est une institution d'appui à la démocratie et donc partant une institution citoyenne. Comment aujourd'hui les députés, majorité comme opposition, c'est grave de voir que vous adoptez, qu'ils adoptent une telle proposition avec une figure telle que il y a un président. Donc on va encore faire le même jeu où on laisse la société civile avec un président qui sera dans un environnement totalement politisé. Et j'entends dire, non, mais avec la disposition de l'indépendance, aucun délégué. Nous savons, il y a une différence entre la théorie du droit et la pratique du droit. On sait ce qui se passe dans cette CENI-là. Donc, nous fustigeons fondamentalement les nombres surélevés des délégués des partis politiques au sein de la CENI, et du moins la plénière comme le bureau. Donc notre plaidoyer est clair et comme je l'ai dit, nous allons nous prononcer très bientôt, pas comme seulement SCC, ici je parle au nom des confessions religieuses, il y a une communication qui va se passer. Au-delà de cette communication qui va arriver, sauf changement de dernière minute tel que vous l'aviez dit, au courant de la semaine qui commence, est-ce que vous envisagez d'autres actions au cas où, parce que déjà l'Assemblée nationale a déjà adopté, c'est déjà un pas, et là on attend la Chambre haute, donc le Sénat, qui doit aussi donner sa position face à cette loi qui a été donc adoptée, parce que du côté de la Mouka, on projette déjà une série d'actions pour dire non à cette décision de la représentation nationale, donc des députés nationaux, et la Mouka est allée loin pour dire que la coalition est prête à faire des alliances même avec le diable pour que la CENI soit dépolitisée. Bon, nous n'avons pas les combats des politiciens, nous avons les combats citoyens, nous avons les combats. Mais vous avez quand même un même regard autour de cette question, ouais, autour de la Commission électorale nationale indépendante. J'en venais, madame, pour dire que nous avons d'abord, je tiens à cette nuance pour que les gens ne soient pas dans la confusion. Parce que des fois, on pense que nous faisons le relais des partis politiques. Nous ne faisons pas le relais des partis politiques. Il faut avouer, peut-être que j'ai omis de le dire au début, dans cette proposition, il y a quand même des bonnes choses. Par exemple, lorsqu'on reconnaît que les confessions religieuses désignent, ce n'est pas parce que je suis un des membres des confessions religieuses, ce n'est que rationalité. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'opinion nationale et internationale le sache ou se les rappelle. Les confessions religieuses accompagnent les processus électoraux de bout en bout. Nous ne sommes pas qu'à la désignation des animateurs. Nous sommes dans la médiation électorale.
Nous sommes dans le plaidoyer électoral. Nous sommes dans l'éducation civique et électorale. Nous sommes dans la sensibilisation électorale et nous sommes dans l'observation électorale. Donc la responsabilité qui est nôtre, compte tenu de notre ancrage sociologique et même, je dirais, religieux, il n'y a aucun doute de comprendre que la crédibilité du processus électoral repose, entre autres, sur les confessions religieuses. Donc, vous parliez des actions. Madame, je l'ai dit au cours de l'émission, ce sont le test soumis au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Ce qui se passe actuellement va nous prouver si réellement ces régimes, avec cette majorité parlementaire, a les soucis de changer les choses ou veut simplement garder les mêmes outils, la même méthode, la même façon de faire, mais changeant les animateurs. Et nous allons tirer toutes les conséquences et en toute Donc on risque d'avoir une CENI bis, une CENI aux allures de la CENI du régime. Si ils savent qu'ils n'avaient pas besoin de réformer, il fallait laisser la loi en vigueur, alors dans ce cas-là. Mais si nous tous avions levé l'option d'aller aux réformes, nous comptons à la sagesse du Sénat, parce que vous l'avez dit, tout n'est pas fini. Vous savez que l'année passée, il y a un candidat qui aurait été présenté comme désigné, mais la sagesse du chef de l'État avait joué pour arrêter les choses. Nous en appelons à cette sagesse. Nous ne sommes pas là pour dire, voilà, nous allons mettre les gens dans la rue. Ce n'est pas encore l'option sur table. Mais nous voulons traiter avec ces régimes en toute confiance et responsabilité. Nous en appelons à la sagesse du bureau du Sénat, notamment son président, qui sait quel est le combat que nous avons mené avec lui à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays pour qu'on arrive à cette étape. Lui sait, le président Bahati, s'il nous suit, je crois qu'il va suivre cette émission, nous rappelons à sa conscience toutes les fois qu'il pouvait s'approcher des églises pour poser ses problèmes, pour demander l'accompagnement, pour montrer la vision qui était nécessaire d'aller vers le changement, il ne doit pas se dédire. Le président Mbosso également doit se rappeler ce qu'il nous a dit quand il est venu. Il faut qu'on cesse de dire à tout moment que ne faites pas confiance aux politiciens. Ils disent des choses, mais ils font autre chose. Nous voulons changer les choses. On veut faire confiance aux politiciens. Que les sénateurs examinent cette proposition en toute responsabilité et qu'ils arrivent à ce qu'a fait le bureau Kengo Adondo en son temps. Vous vous rappelez, madame, les choses étaient décidées au niveau de la chambre basse, mais c'est le bureau Kengo, de très bons souvenirs, avait arrêté l'hémorragie, avait remis la paix, avait arrêté les dangers qui profilaient à l'horizon. Croyez-moi, madame, si l'on veut faire les forcing au niveau du processus électoral, nous risquons beaucoup par rapport à la stabilité de nos institutions et même par rapport à la paix et à l'unité nationale. Avant de prendre un autre dossier, vous le savez, depuis le 31 mai dernier, vers 2 h du matin, le haut représentant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'est plus. Comment l'Église a accueilli cette nouvelle et quelle est l'image que vous gardez de celui qui a été donc haut représentant du président de la République? Face à la mort, l'Église n'a qu'un seul message qu'elle prêche régulièrement, c'est de dire la vie sur terre, nous sommes de pèlerins, chacun a fait son temps, mais après, comme Église, nous prêchons toujours aux gens de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour espérer la vie éternelle. Donc le message de l'Église reste universel au sujet de la mort, comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Thessaloniciens. Mais comme personnalité politique, nous pensons que c'est réellement une perte, surtout pour le président de la République, comme vous l'avez si bien présenté, c'était son collaborateur, les détails. Nous pensons que c'est quand même un vide. Je crois que le chef de l'État serait déjà en train de réfléchir comment les remplacer. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire à ces sujets. Voilà, madame, messieurs, retrouvons ce dernier dossier de la rétrospective de cette semaine. L'aéroport international de Goma est à nouveau réouvert au public. C'est le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement qui l'a ordonné ce samedi 5 juin. Chérubin Okende a renseigné que les données recueillies sur place et les analyses du bulletin spécial du Centre de surveillance de Toulouse ont indiqué une nette amélioration.
Cependant, des trafics aériens peuvent à nouveau reprendre au sein de cet établissement aéronautique. Notons que dès sa réouverture, l'aéroport international de Goma a accueilli une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et sa suite se sont rendus à Goma afin de palper du doigt les dommages causés par l'éruption volcanique. Signalons en outre que cette décision de réouverture de l'aéroport de Goma a été prise après une réunion autour du comité de crise sous les diligences du chef du gouvernement. La réunion visait à analyser les données météorologiques des aéroports et espaces aériens de Goma et de Bukavu. L'information a été livrée dans la matinée de ce vendredi 4 juin par le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Sud Kivu. À en croire le capitaine Dieudonné Kasereka, 5 combattants du groupe armé Mai Mai Kalenga André ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les secteurs Mutambala, dans les territoires des Fizi. Ces rebelles ont été capturés avec quelques munitions de guerre dont une AK-47 ainsi qu'un appareil Motorola. Les combattants Mai Mai ont été maîtrisés lors d'une patrouille de reconnaissance offensive organisée par les éléments du 3301e régiment basé à Mukera, territoire Fizi. Dieudonné Kasereka a par ailleurs indiqué que ces Mai Mai semaient la terreur et la désolation dans la population entre Mukera et Katanga, mais aussi dans le groupement des Bassimo-Kinj. Le porte-parole du Sukola 2 Sud Kivu a également fait savoir que 3 seigneurs de guerre de ce même groupe armé ont été arrêtés par nos forces de l'ordre à Massissi les 25 et les 26 mai derniers. Le commandant Dieudonné Kasereka a réitéré son appel à tous les groupes armés de déposer les armes et de se rendre afin de répondre à l'appel du chef de l'État. Il s'est également de signaler que les effets positifs de la prouesse réalisée sur terrain par les vaillants militaires de l'armée depuis l'avènement de l'état de siège se font sentir notamment par la récupération de plusieurs groupes rebelles. Affaire sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors que l'Église du Christ au Congo, surtout en votre qualité de secrétaire général et coordonnateur national justice de la commission justice, paix et sauvegarde de la création, vous continuez à réclamer justice pour les Congolais qui ont perdu la vie dans ce coin de la République. Paul Kagame, président du Rwanda, nie le génocide. Bon, madame, l'Église de Christ au Congo a été très claire lors de sa déclaration pour affirmer 3 choses fondamentales pour elle. La première, c'est l'évidence qu'il y a eu des massacres depuis près de 25 ans dans notre pays. Et des massacres qui touchent à une qualification juridique des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes même internationaux. Parce que souvenez-vous que des armées étrangères se sont livré en spectacle ici dans notre pays, sur notre sol, la fameuse guerre des 6 jours. Donc si on se réfère simplement à cette guerre des 6 jours, vous comprenez qu'il n'y a pas de raison pour les uns les autres de nous amener dans une polémique, parce qu'on ne peut pas polémiquer autour de la vie humaine qui est sacrée. Une seule mort, madame, est une tragédie. Qu'on dise génocide ou pas, une mort qui n'est pas naturel, dans les conditions telles que nous les vivons dans la partie est de notre pays, est une tragédie. Alors, selon l'Église, que cache la position de Paul Kagame? Je voudrais terminer peut-être avec les 3 points, et peut-être vous allez trouver la réponse à ça. Donc pour nous d'abord, il y a cette évidence qu'il y a des massacres. Et l'ECC depuis 2019, le 4 janvier, son président, le révérend docteur André Bokundoa, en avait déjà appelé aux Congolais de considérer les génocides congolais. De 2, l'ECC est dans la logique de la justice transitionnelle. La commission justice, paix et sauvegarde de la création, dont j'ai l'honneur de présider, a mis en place, avec les concours des autres confessions religieuses, un consortium pour lequel d'ailleurs je suis le coordonnateur, pour la justice transitionnelle. Donc nous sommes et les confessionnels et les non-confessionnels pour militer. Et c'est dans ces cadres d'ailleurs que nous sommes en train de mener notre travail de plaidoyer pour la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle. Madame,
j'ai aimé la réponse du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui a dit il faut laisser à la justice faire son travail. Il n'appartient pas aux uns et aux autres d'affirmer ou d'infirmer qu'il y a eu génocide ou non. Il faudrait plutôt encourager la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle qui, dans son versant judiciaire, on aura un tribunal spécial ou des chambres mixtes qui vont connaître ces incidents tels que coulés dans les rapports mapping 617 et pour analyser leur qualification, si ils sont ou non de crimes tels que nous les prétendons. Donc à ce niveau, nous pensons, les débats ne devraient pas être là, c'est un débat totalement orienté. Qui veut reconnaître ou non reconnaître qu'il y a génocide, mais je crois que la grandeur, la supériorité, et surtout pour des religieux, parce que nous entendons même certains religieux s'inviter dans ces débats pour dire des choses qui ne sont pas conformes. Personne au Congo s'est levé pour contester les génocides du Rwanda, personne. Parce que c'est au nom de la solidarité humaine, je l'ai dit, une seule mort qui n'est pas naturelle est une tragédie. On ne peut pas commencer et continuer à acclamer, à saluer. Aujourd'hui, madame, vous estimez combien de victimes sont sous les coups de ces affres? Il y a des victimes du passé, lointain, récent et présent. Ils sont là. Des filles, des communautés touchées, des vies presque dérangées. Nous avons un grand travail à faire. Donc pour les CC, nous sommes dans le suivi de ce mécanisme. Le gouvernement Sama, dans son programme, en son axe 1.567, a déjà prévu la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle. Nous attendons certainement que la situation des sinistrés due au volcan se stabilise. Nous allons très vite voir le Premier ministre pour relancer les débats, parce que le CC recommande à la mise en œuvre, à la tenue d'une table ronde pour élaborer la stratégie nationale des justices transitionnelles qui prend en compte toutes ces dimensions. Mais il y a quand même certains Congolais qui sont contre votre démarche pour que la RDC ait une justice transitionnelle ici au pays. Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que d'abord le CCV manigancé, c'est une question de certains observateurs. Non, il faut dire que beaucoup ne sont pas informés sur la question des justices transitionnelles. Ça, il faut l'avouer. Et d'ailleurs, dans notre démarche, nous avons proposé la sensibilisation, tant dans la perspective éducationnelle que dans la perspective classique. Et ça quand, cette sensibilisation? Nous sommes en train d'élaborer, c'est dans la mise en œuvre de ce mécanisme que cela rentre. En principe, comme vous le dites, c'est d'abord un concept nouveau pour beaucoup. Même ceux qui sont juristes, politologues, internationalistes ou sociologues n'ont pas assez exploité les concepts de justice transitionnelle. Donc, nous en un mot, vous pouvez quand même nous dire qu'est-ce que cela veut dire? C'est une justice qui intervient dans des contextes de conflits, soit militaires, soit dictatoriales. Donc c'est, comme dit, transitionnel, les vocabulaires transition ressortent. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on fait le passage d'un régime totalitaire vers un régime démocratique et qu'il s'est passé beaucoup de choses, des incidents qui n'ont pas été en mesure d'être pris en charge par la justice qui fonctionnait à l'époque, on recourt, ce sont des mécanismes, on recourt à ces mécanismes pour se faire. Ou alors, dans un contexte de crise militaire, de conflits militaires ou de guerres, tel le cas de notre pays, parce qu'il y a des aspects qui touchent à des guerres, il y a des aspects qui touchent à des violations, à des crimes carrément, ou à des massacres. Donc tout cela pris dans le même lot, on dit, par exemple, la CPI est postérieure aux crimes commis en ce moment-là, c'est comme ça que la CPI ne sait pas prendre en charge ces crimes. Donc il faut une justice transitionnelle qui va gérer toute cette période estimée transitionnelle et en mesure de résoudre le problème qui touche non seulement les justiciables, ou les personnalités congolaises, mais il y a aussi des personnes qui peuvent être en dehors de nos frontières ou même les États qui peuvent être cités, comme le rapport mapping le dit beaucoup plus clairement. Éruption volcanique dans la partie est de la République démocratique du Congo, au-delà de la compassion de l'Église aux victimes, qu'est-ce que l'Église a apporté comme contribution matérielle aux victimes de cette catastrophe naturelle? Le président national de l'Église, son Excellence André Bokundoa, a signé une décision pour relayer la résolution du comité exécutif national pour demander à tout chrétien protestant, je profite de votre micro pour lancer encore une fois cet appel. Moi je l'ai commencé aujourd'hui dans ma paroisse, on a collecté les fonds, donc $1 par chrétien protestant, nous sommes en train de mettre ensemble et les autres viennent même de proposer au-delà de l'argent, ils vont mettre le bien matériel tel que les habits et autres biens de nécessité pour que
nous amenions cela à Goma. Donc le président national prévoit un déplacement, si tout va bien, par la grâce de Dieu, il va effectuer les déplacements de Goma, lui-même en tête de la délégation, pour partager la compassion, prier avec nos frères et sœurs de Goma, mais en même temps profiter pour visiter les autres régions qui sont en proie de ces violences ou de toutes ces sortes de violences. Depuis un temps, l'Église du Christ au Congo, par le biais de la Commission Justice et Paix et Sauvegarde de la Création, s'intéresse un peu plus à la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. La preuve, dernièrement, vous avez même effectué un voyage au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà, je sais que vous avez déjà fait, qu'est-ce que les Congolais qui sont en train de vous suivre maintenant peuvent retenir de ce déplacement que vous avez effectué aux États-Unis? Ouais, c'est dans le cadre même du plaidoyer en rapport avec la justice transitionnelle, parce que nous voulons finalement qu'il s'arrête le cycle des violences. Madame, ça fait très mal de constater chaque jour, et sous le silence mondial de la communauté internationale, nous sommes allés à la fois passer le message aux autorités américaines et même à des institutions qui sont établies, mais aussi et surtout à des églises protestantes comme catholiques, parce que nous avons travaillé également avec les églises et sœurs des États-Unis et d'autres institutions du pays pour dire ça n'est de trop. Quel est le rôle moral des États-Unis en tant que pays, en tant que grande puissance dans ce qui se passe? Est-ce que doit-on continuer à observer silencieusement la situation du Congo? Donc, c'est pour dire aux compatriotes que l'Église contribue aussi à la diplomatie du pays. Nous sommes dans ce qu'on appelle, en termes techniques, la diplomatie parallèle. Pendant que le gouvernement fait sa diplomatie régulière et reconnue, nous accompagnons également le gouvernement dans ses efforts de pacification du pays. Donc nous sommes allés faire entendre la voix de l'Église pour réclamer justice, mais aussi la solidarité des autres pays. Mais bien évidemment, on a abordé d'autres questions, notamment sur les enjeux environnementaux, aussi sur le processus électoral de notre pays. Donc voilà un peu, en gros, l'objet de notre déplacement en mission diplomatique vers les États-Unis. Vous avez suivi le président de la République devant les sénateurs de la RDC. Félix Tshisekedi a rappelé la volonté de respecter le calendrier électoral en organisant les élections dans le délai. Est-ce qu'une réponse à Martin Fayulu et Adolphe Muzito, qui voyaient déjà venir une fraude électorale? Nous disons que le peuple et l'humanité, l'opinion nationale et internationale n'évaluera pas forcément le président de la République sur sa capacité de construire les ponts, les routes, les immeubles, mais beaucoup plus sur sa capacité de donner l'occasion à ce pays d'aller à de véritables réformes, d'organiser de vraies élections en 2023 et surtout de faciliter la démocratie. C'est très important pour son mandat et je pense qu'il va écouter cette voix de l'Église. Deuxièmement, nous continuons à croire à sa bonne volonté. Il ne cesse de dire, il ne cesse de promettre des choses et pourquoi ne pas les croire. C'est comme ça que nous ne cessons de dire, ce sont des tests, nous observons. Mais comprenez et rassurez-vous que nous ne serons pas là en train d'accompagner une volonté politique pour gérer les conséquences. Nous sommes là pour empêcher les erreurs à se répéter. Nous sommes là pour interpeller les chefs de l'État comme le premier répondant de l'exercice du pouvoir politique de notre pays. Et j'ai dit, en bref, nous saluons cette initiative, cette parole, nous avons suivi, et surtout que ça intervient après l'adoption de la proposition de loi au niveau de la Chambre basse. Qui sait s'il interpelle également les sénateurs, comme je l'ai dit, et nous pensons qu'il est important de joindre la voix à celle du chef de l'État pour s'adresser aux sénateurs, qu'ils sont un mécanisme de contrôle du système parlementaire. Quelques mois, si je ne me trompe pas, après l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, l'Église du Christ au Congo avait proposé un dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important qu'on organise encore un autre dialogue? Le dialogue restera important, madame, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. L'Église réitère et a réitéré au cours de sa déclaration la nécessité pour les acteurs, notamment sur la question de l'Est. Vous savez, quand on parle du dialogue, malheureusement, l'Église n'a pas été comprise en son temps. Tout le monde a crié, non, vous voulez le partage des postes. Mais est-ce que s'il faut se regarder en face, Union Sacrée n'a pas été partage des postes? Un partage des gâteaux. Donc nous pensons qu'il faut dépasser ces genres de débats. Il y a des questions fondamentales qui dépassent le régime, qui dépassent le mandat
de M. Tshisekedi, parce que demain après-demain, ce n'est plus lui qui sera président. Mais ce que nous devons faire ici, c'est construire notre pays, regarder aux questions essentielles. Et donc pour dire bref, madame, le dialogue reste toujours d'actualité à l'Église de Christ au Congo et le cadre reste idéal pour nous. Nous devons discuter sur des questions, surtout celles de l'Est. Vous voyez comment d'autres pays font. Le président dit un mot, les confessions religieuses relayent, la société civile. Les exemples sont légion, même auprès de nos voisins ici. Pourquoi? Parce que le leadership national doit être cohérent. En dépit de nos divergences d'opinion, une question telle que les génocides congolais, une question telle que les volcans, une question telle que la justice par rapport à nos frères et sœurs qui sont tués à longueur de journée, nécessite un dialogue. On n'a pas besoin, parce qu'on est de l'opposition, de contrecaler les actions de la République, de combattre chaque jour l'Église de Christ au Congo. D'ailleurs, madame, le 20 juin, l'Église a organisé une prière en faveur de nos frères et sœurs militaires déployés à l'est du pays, à Goma, Butembo, Ituri. Et nous allons faire encore des collectes pour renforcer. Parce que ce n'est pas une question politique, c'est la question de l'existence de notre nation. L'Est de la République, l'Ituri et le Nord Kivu, et pendant l'état de siège, nous avons assisté à des pertes en vies humaines dans les provinces où il y a état de siège. Est-ce que, comme certains observateurs, l'Église du Christ au Congo doute aujourd'hui que l'état de siège soit une réponse pour le rétablissement de la paix dans ce coin de la RDC? L'Église de Christ au Congo a recommandé au gouvernement d'encadrer cette décision de l'état de siège. D'abord, sur le plan juridique, il faut vite prendre une loi au niveau du Parlement qui encadre. Deuxièmement, il faut veiller. Le Parlement a quand même aussi prolongé l'état de siège. Oui, mais justement, c'est ça les ambiguïtés à éviter. On prolonge sans un cadre juridique qui encadre ces décisions. Et ça, ce sont les vides et l'absence. Mais l'élément capital, madame, pour nous, ce n'est ni seulement l'état de siège. D'ailleurs, nous avons salué parce que ce sont des efforts. Mais nous disons, la solution pour les cesser, c'est l'élaboration d'une stratégie globale. On ne va pas résoudre le problème de l'Est avec un état de siège seulement. On ne va pas non plus résoudre le problème de l'Est avec les opérations DDR telles qu'elles se mènent sur terrain. On ne va pas résoudre le problème de l'Est sans une diplomatie intelligible. Et dans cette diplomatie, il n'y a pas que le gouvernement. Vous savez que par exemple les églises, dans leur diplomatie, ont accès là où peut-être le gouvernement congolais ne peut pas avoir accès. Ça peut paraître aberrant, mais je vous dis des vérités. Mais est-ce que vous avez déjà fait des propositions dans ce sens au gouvernement? Mais quand nous faisons des déclarations, les autorités nous écoutent. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi. Mais nous avons quand même vu l'Église catholique qui a déposé un cahier des charges auprès, je pense, de la CENCO avec le secrétaire général, l'abbé Donatien Cholet, qui avait quand même pris l'initiative d'aller déposer un cahier des charges auprès de l'Assemblée. Et quelle a été la réaction depuis que la CENCO a déposé, madame? Mais il faut quand même d'abord faire le premier pas. Oui, c'est-à-dire nous saluons les initiatives et laisser les faits, le fera encore. Mais nous déplorons parfois le retard, l'insensibilité, ou alors nous ne voyons pas les choses de la même manière, ou nous tombons dans la politisation de toutes les questions. Quand, je préfère le dire avec tout mon courage, quand autour du chef, conseiller ou ami, veulent toujours mettre dans la tête du chef que voilà, les confessions religieuses sont contre vous, et c'est ça qui bloque. Parce qu'on ne sait pas faire la différence entre des questions qui sont existentielles et qui tiennent au déterminisme de notre nation et des questions qui relèvent juste de la relativité. Donc, je vais chuter par là pour dire, madame, merci de poser cette question. Nous pensons que le cabinet du chef de l'État, l'entourage du chef de l'État, parce qu'il ne peut pas tout faire seul. Parfois, il n'est pas informé. Il faut que les gens qui sont autour du chef de l'État, enfin, j'allais dire les collaborateurs, tous ces éminents hommes qui entourent le chef de l'État, doivent être sensibles et faciliter la chose. Donc, si on veut résoudre le problème de l'Est, l'armée fait déjà un grand travail et en paye un plus grand prix. Il faut accompagner les efforts de la République, de l'armée, par d'autres mécanismes susceptibles de créer une stratégie nationale et intelligible à donner une paix
durable et à régler définitivement les problèmes de l'Est. Nous sommes pratiquement à la fin de ces magazines Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir, mais il est quand même important d'en parler. La semaine était aussi dominée par le 50e anniversaire de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais également aussi cette affaire des cartes Visa détenues et utilisées par certains dignitaires de l'ancien régime. Il y a également certains noms qui ont été cités. On retrouve Aubin Minakou, Sélé Yalangouli, l'ancien ministre de Finances. Il y a également Emmanuel Ramazani Chadari et Kikayabin Karoubi. Ce sont des noms qui sont un peu cités. Aujourd'hui, peut-on dire que le PPRD est le symbole de la dilapidation des fonds de l'État? Pasteur Eric Senga. Vous savez, le CC n'entre pas dans des polémiques. J'ai dit polémique simplement parce que il faut éviter de mettre à la République des situations qui sont inachevées. Je crois que pour une telle question sensible, on n'a pas seulement besoin de nous citer les noms de personnes et de nous dire qu'on a désactivé. Je crois qu'en toute responsabilité, c'est quand même grave d'apprendre que c'est un peu comme des folklores. C'est quand même des dignitaires de l'ancien régime. Le problème ne se pose pas sur la tête des dignitaires. Qui sait si ceux qui sont en place font la même chose? On n'a pas de garantie, on n'a pas de mécanisme de contrôle. Tout ça paraît comme des spectacles, madame. Donc, nous ne sommes pas en train de dire c'est telle tête qui est fautive ou pas, mais nous pensons plutôt qu'il faut faire les choses en toute responsabilité. Donc, désactiver les cartes est une chose, mais dites-nous, on a pris quoi, combien et quand? C'est beaucoup plus responsable. Et qui est habilité à faire ce travail? Et si ce travail est fait, il ne doit pas être fait partiellement. Si c'est un système, parce que je ne pense pas que ça tombe du hasard. Ça doit être un système. Est-ce que les autres ne font pas la même chose? Si c'est un système. Donc s'il faut dénoncer les choses, au nom de la République, faisons les choses en toute responsabilité. Nous ne voulons pas que les choses soient toujours faites comme un peu des règlements des comptes entre individus, comme des spectacles qui attirent juste de l'émulation. Nous sommes au niveau de la République, les choses doivent se faire en toute responsabilité. Si c'est un réseau, il faut le démanteler et totalement. Qui a fait quoi, quand et pourquoi? C'est beaucoup plus responsable que de balancer des noms et puis de dire, et puis demain quelqu'un d'autre vient contredire et puis finalement on ne sait pas qui dit la vérité. Le ministre Sélé, je crois, a démenti, l'IGF affirme, mais on nous laisse dans une théâtralité. Voilà un peu notre point de vue. Il faut qu'on nous évite ce genre de choses quand il s'agit de la République. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce numéro Info 7. Pasteur, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Nous saluons le peuple congolais au nom du président de l'Église de Christ au Congo. Nous affirmons notre accompagnement sociopolitique sur la situation globale de notre pays, mais nous partageons également la compassion avec nos frères de Goma en l'occurrence, mais également de Ituri, Beni, Butembo, où toutes ces réalités que nous connaissons, nous l'avons dit ici, elles sont en train de se dérouler. Donc bientôt, le président national va effectuer un déplacement à Goma pour se faire. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce magazine Info 7 qui a eu le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Eric Senga, qui est donc secrétaire général et coordonnateur national de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo. Il est également responsable de la paroisse universitaire de l'ISTA dans le cadre de la paroisse donc de l'Église protestante, mais il est également porte-parole de l'ECC. Il est également délégué de l'ECC au sein de la plateforme de les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Merci de la confiance que vous accordez à Congo Web Télévision, particulièrement à votre magazine Info 7. Je l'ai toujours dit, Info 7, une émission de Congo Web Télévision, votre émission, notre émission. Restez donc branchés et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Et surtout, merci à toute l'équipe technique. Au revoir.